Bonjour, c'était une petite introduction. Messieurs de Rothschild frères. Voilà. Un petit livre, un petit bijou que j'ai trouvé, que l'on m'a donné gentiment. Voilà, donc Rothschild frères, 1817-1967. Je ne vais pas tout vous le lire, mais il y a quelques passages intéressants. Alors je vais prendre mes petites lunettes. Donc Maurice Drouillon de l'Académie française, c'est Messieurs de Rothschild, édition Pierre Tinet. En avant-propos, donc je dirais, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et avant d'écrire à YouTube pour supprimer mon compte, faites-moi un petit mot pour dire non, vous n'avez pas le droit, les droits d'auteur, etc. J'ai regardé partout sur le livre, il n'y a pas écrit à ne pas reproduire sous quelque forme que ce soit. Donc du coup, je me permets de le reproduire, du moins de citer certaines phrases. Donc si vous ne souhaitez pas l'auteur, la personne, que cette vidéo apparaisse, écrivez-moi, je vais la supprimer, tout simplement. Alors, c'est un livre donc j'ai trouvé, je commence à vous le lire. La première fois que j'entendis parler d'eux, ce fut par les servantes, par la lingère, à la journée qui venait tirer l'aiguille chez ma mère, avait coutume de dire, pour désigner les gens dont la richesse lui semblait incalculable, ce sont des rois de Chine. La cuisinière, qui savait son nom, son monde, la reprenait d'un ton docte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, on dit des rois de Shield. Ainsi, la Shield apparut à ma petite enfance comme un pays merveilleux. Or, palais et cocagne où de multiples souverains trônaient entre les coffres-forts incrustés de pierreries. Il faut faire confiance aux servantes. Elles affabulent, mais à partir d'une juste intuition réelle. Un peu plus tard, j'avançai dans la connaissance des Rothschild, grâce à Balzac. J'appris que les financiers qu'il installa dans son univers imaginaire, avisés, rusés, géniaux, informés de tout, consultés sur tout, favorisant ou détruisant les fortunes pour assurer la leur, j'appris que ces personnages étaient modelés en partie sur des banquiers de la rue Laffitte. Ceci avait pour Balzac, hanté par le désir de devenir riche, une valeur quasiment mythique. Et leur nom, qu'il écorcha toujours en écrivant Rothschild, R-O-S-T-C-H-I-L-D,
alors que ça s'écrit Rothschilд. Donc, qu'il écorcha toujours l'écrivain Rothschild, revient sans cesse dans sa correspondance comme une certitude de chance et de miracle. Il a rencontré Rothschild sur le boulevard. Rothschild va le recommander à son frère de Naples. Il a l'idée d'une grande affaire qui rapportera des montagnes d'or. Il va en parler à Rothschild. Rothschild lui avancera l'argent de son voyage en Ukraine. Il faut que Madame Hanska envoie de l'argent à Rothschild qui le placera dans les chemins de fer où il produira des intérêts mirifiques. Rothschild accepte de verser 18 000 francs pour calmer des créanciers criards. Il a montré sa galerie d'œuvres d'art à Rothschild qui l'a beaucoup envié, entre guillemets, car l'artiste doit mener une vie splendide. Rothschild, Rothschild, Rothschild. Cependant, Rothschild écrit à ses agents de l'étranger. Faites attention à monsieur de Balzac, c'est un homme bien léger. Balzac vécut et mourut étranglé de dettes, où Rothschild d'ailleurs n'entraînait pour rien, sinon pour avoir aidé parfois l'auteur des illusions perdues à se débaillonner. Il faut néanmoins faire confiance au romancier. Il rêve, mais appuyé sur le réel. Alors sur cette page, vous avez un petit arbre généalogique. Je ne vais pas vous détailler. Alors, Meyer, excusez-moi pour les noms, c'est écrit tout petit. Donc 1746, le tout premier Rothschild. 1746, décédé 1812. Et jusqu'en bas, on arrive à David, Edmond, Eric, Robert, Nathaniel, Benjamin, Lionel, Nicolas, Amschel, né en 1955, 51, 55, 42, 57. Alors, généalogie simplifiée des branches anglaises et françaises comprenant seulement la descendance masculine. Voilà. Donc cette maison, Am Rothschild, à l'eau rouge, rue des Juifs, Francfort. Au début de l'aventure Rothschild, il y a la chance et l'aptitude à s'en servir. Mais cette chance, chose rare, fut moins individuelle que familiale, dynastique. Le capital premier dont les Rothschild ont disposé fut un capital génétique particulièrement fort. Il s'en suffit de s'en rendre compte. Merde, j'ai vu ça. Alors, Meyer Amschel, l'ancêtre, le fondateur, a 10 enfants également partagés entre mâles et filles. Il est bien écrit entre mâles et filles, dont la longévité moyenne est de 72 ans, ce qui, relativement à l'époque, deuxième partie du XVIIIe siècle, première partie du XIXe, est exceptionnel et même stupéfiant. Là, je vois tout de suite ceux qui disent « Ouais, ce sont des extraterrestres ». Pourquoi? Alors, des 5 fils de Meyer Amschel, seul l'aîné qui conservera l'établissement paternel de Francfort et sans descendance. Mais les quatre autres messieurs qui vont se partager l'Europe, Salomon à Vienne, Nathan à Londres, Karl à Naples, James enfin à Paris, se reproduisent abondamment. Et on dénombre dans la génération issue de 14 mariages entre Rothschild, les cousins épousant les cousines germaines ou issues de Germain, et même un oncle, le monsieur de Paris épousant sa nièce. Je ne ferai pas de commentaires. Les familles royales au cours du Moyen-Âge n'agissaient pas autrement, afin de maintenir l'unité de leurs possessions. Cette inbreeding, je ne connaissais pas, pour user de la langue hippique, qui leur est familière, se révèle favorable aux Rothschild, puisqu'ils alignent à la génération suivante 44 héritiers et héritières, parmi lesquels sont encore conclus 11 unions entre Rothschild. Cependant, que se nouent les alliances non seulement avec d'autres grandes familles juives, Euphrusy,
Goldschmidt, Alphen, j'ai pas fait l'allemand, excusez-moi, mais aussi avec les Grammont, les Wagram, les Battersea, les Rosebery, les Zullen, avec les maisons de l'ancienne noblesse, ou bien la nouvelle, dont les Rothschild, pourvus de tortilles par l'empereur d'Autriche, et la reine d'Angleterre font désormais partie. Et là, il cesse d'être comparable aux dynasties médiévales pour ressembler plutôt aux Médicis. Le destin d'ailleurs entre les signori de Florence et les messieurs de Francfort semble être conclu à accumuler les identités. Les Rothschild, comme les Médicis, ont commencé par le négoce des étoffes, des vins, des épices et par le change des monnaies. Le succès qu'ils y ont rencontré et le désir d'accroître leur activité ont amené les Rothschild, comme les Médicis, au marché de l'or et des métaux précieux, puis aux opérations financières privées, puis aux opérations financières publiques et à l'administration de la fortune des princes. Les Rothschild, comme les Médicis, se présentent jeunes, puissance économique, mais doués déjà d'expérience et de réputation, dans un temps de transformation de la société. Les Médicis étaient apparus à l'entrée de la Renaissance et pour y jouer un rôle prépondérant. Les Rothschild surgissent après les grandes bourrasques de la Révolution et des temps napoléoniens pour tenir leur rôle dans la constitution de l'Europe moderne. Ils détiennent le pouvoir de l'argent, pouvoir neutre qui peut se transformer en toute chose, en entreprise industrielle, en flotte, en armée, en construction, en pompe royale, en guerre, en œuvre d'art, en bienfaisance. Et ils détiennent aussi le pouvoir de conseiller, car on n'a jamais vu un prêteur qui n'assortisse son prêt d'un conseil. Ils vont donc traiter avec les pouvoirs politiques d'égal à égal. Je vous montre un petit tableau. Voilà, voilà. Je vous laisse lire. Voilà, voilà. Alors, si l'Europe avait conservé toutes ses couronnes d'autrefois, ça c'est important ce petit passage, si l'Europe avait conservé toutes ses couronnes d'autrefois, si partout roi, prince souverain, grand-duc avait continué d'y régner, il est fort probable que l'on aurait vu des filles ou des petites filles Rothschild, telles les descendantes des banquiers florentins, s'asseoir sur quelques trônes. Chaque arbre, si vigoureux qu'il soit, a ses branches fortes et ses branches faibles. La branche napolitaine des Rothschild s'étiole rapidement, n'ayant fait en vérité que préparer à la branche française son intervention dans les affaires italiennes. Le tronc francfortois se dessèche et disparaît en 1901, faute d'héritier mâle. La branche viennoise, qui eut ses grandes feuillaisons tant que durera l'Empire austro-hongrois, est foudroyée par Hitler en 1938. La branche anglaise, qui avait commencé d'étendre ses bourgeons sur Londres en 1904, continue de fournir des lords, des députés, des savants. Les Rothschild d'Angleterre font partie des 5 grands qui fixent de tradition le taux de l'or à la cité. La City. Et ce sont eux qui, de nos jours, encore affinent le métal pour la fonte des monnaies. Voilà, voilà. Là, on comprend mieux pourquoi le Royaume-Uni n'est pas rentré dans l'euro. La branche française, enfin, c'est elle qui nous occupe ici. Cette branche fête cette année son 150aire. Donc le livre, il date 150aire, donc de 1967. Parce que 1817 plus 150, 1967. Voilà. Donc 1967, 150 ans, donc aujourd'hui on est en 2000, presque en 2017. Que va-t-il se passer en 2017 ? Alors, lorsqu'on a participé pendant 150 ans aux plus grandes affaires
publiques et privées d'un pays, on est inscrit dans son histoire. Feuilleter les archives des Rothschild, c'est un peu feuilleter l'histoire de la France, et c'est de ses victoires, de ses revers, de ses traités, de ses alliances, l'histoire de son essor industriel, de son développement économique, et même de ses arts et même de ses lettres pendant un siècle et demi. On a peine à imaginer que 4 hommes seulement se sont succédés au cours de ces 150 ans à la tête de la maison Rothschild. Et pourtant, cela est. Le premier, James, prend pied à Gravelines au temps du blocus continental, entre à Paris quelques mois avant que Napoléon n'en parte, dépose en 1817 la raison de commerce messieurs de Rothschild frères, et s'installe rue Laffitte, dans l'hôtel que Fouché a abandonné. James régnera jusqu'en 1868, entouré bien sûr de ses fils, neveux et cousins. Durant ce règne, il aura proposé ses services au gouvernement de la Restauration pour régler des indemnités de guerre dues par la France, participer à la fondation des grandes compagnies d'assurance, créer le chemin de fer du Nord et du PLM, placer les empreintes de Charles X, de Louis-Philippe et de Napoléon III, financer la naissance de l'État belge, rien que ça, l'indépendance grecque, l'unité italienne, soutenu la trésorerie de l'Espagne, de l'Autriche, des États-Unis. C'était lui qui fascinait Balzac. Le second, Rothschild, accède à son trône de finance juste avant que le second Napoléon ne choix de celui de France. C'était le baron Alphonse, au large favori, présent dans tous les mémoires et toutes les caricatures des débuts de la Troisième République, parce que présent aussi dans toutes ses entreprises. Il inaugura son règne en grandissant comme président d'un syndicat de banquiers, l'Emprunt pour la libération du territoire. Une petite gravure, faire une petite pause. Voilà. Le commerce de l'argent est commerce éternel. Mais l'emploi de l'argent, l'emploi du crédit est affaire qui varie avec les époques, les usages et l'évolution des techniques, et l'économie et du droit. Dans le temps du baron Alphonse, la banque Rothschild est comme les sources financières où viennent s'alimenter les industries nouvelles, où les audaces des inventeurs se transforment en biens de consommation courante. Gisements miniers en Espagne, gisements de pétrole au Caucase, transport de l'énergie électrique, bien des noms qui sont entrés dans le langage industriel et boursier, Pena Roya, Royal Dutch Shell, ont quelque chose en commun avec la rue Laffitte. Le baron Alphonse fut celui que connut Maupassant et qui n'eut pas une petite part lors de l'affaire de la dette tunisienne, dans le développement de l'éclenchement du krach de l'Union universelle dont la transposition forme en partie le sujet de Bel-Ami. Au baron Alphonse succède le baron Édouard, qui règne avec son cousin Robert pour associé de 1905 à la Seconde Guerre mondiale. Et l'on arrive tout naturellement à l'actuel chef de maison, le baron Guy, à cet homme jeune encore et à l'allure de jeune homme, dont il faut bien nous convaincre qu'il n'est que le quatrième de la dynastie, l'arrière-petit-fils du pionnier de 1817. C'est Guy, secondé de ses cousins Alain et Élie, dès qu'ils sortirent des camps de captivité, lui-même n'ayant échappé que de justesse à la Gestapo, lui qui retrouva en 1944 la rue Laffitte vide, les biens familiaux spoliés, les maisons du clan pillées. Et à eux trois, ils refirent de la banque Rothschild ce qu'on sait qu'elle est. Parce qu'il y a une tradition d'amitié entre les Rothschild et les romanciers, qui tient sans doute à ceci que finance et romans sont également des actes d'imagination, le sort a voulu que je devienne l'ami de mes contemporains, Guy,
Alain et Élie. Je me suis assez appliqué à peindre les travers, les abus et les fatalités de la société bourgeoise pour pouvoir me donner les gants à reconnaître à ses meilleurs représentants leurs mérites manifestes. La puissance et la durable prospérité des Rothschild ne tiennent pas seulement à leur vitalité et à leur chance. Elles témoignent d'une fonction bien tenue pendant un siècle et demi. Les Rothschild ont su servir les finances nationales en chaque occasion qu'ils avaient de le faire, comme ils ont montré de l'audace et du jugement dans la promotion des activités économiques nouvelles. Fidèles à leur foi ancestrale, ils ont toujours aidé leurs co-religionnaires, ils en président les fondations et les consistoires, mais sans jamais donner marque de sectarisme ni même de particularisme. Alors, leur demeure atteste l'importance qu'ils accordent aux arts, et non pas seulement pour constituer des collections de trésors anciens, mais pour accueillir dans chaque école nouvelle ce qu'elle produit de plus éclatant et de plus significatif. Les romanciers ne furent pas les seuls auxquels ils ouvrirent leurs portes et leur amitié. Lamartine, Vigny, Heine, Heine, Rossini, Liszt, Bergson et combien d'autres hier et d'aujourd'hui prouvent qu'en ces maisons passées et passe l'esprit. Et ce serait injustice que de ne pas rendre hommage aux épouses, à quelques grandes Rothschild qui n'étaient pas nées Rothschild mais le devinrent à la perfection, assumant avec éclat et mesure à la fois les charges d'un train princier. Une affection particulière me fait m'incliner devant la baronne Édouard, cette souveraine toujours vêtue de rose, qui nous aura appris qu'on peut devenir doyenne en gardant un sourire de jeune fille. Se transformer pour durer. Telle semble être la devise, la recette que les Rothschild se transmettent de génération en génération. Le futur du royaume Rothschild dépend de ces jeunes hommes et de l'imprévisible combinaison de leurs qualités personnelles avec l'histoire. Signé Maurice Druon. Ici, hop, Maurice Druon. C'est pas tout à fait fini. Donc ici vous avez le grand bureau. Suivent des extraits de la conférence de presse du baron Guy de Rothschild à l'occasion du 150e. Donc ici c'est Guy de Rothschild qui écrit, extrait de conférence. Voici donc de gauche à droite, gauche, Élie, Guy et Alain de Rothschild. Voici ces messieurs là, des belles têtes de vainqueurs. Voilà, si jamais un Rothschild tombe sur cette vidéo, je crois qu'ils vont me tuer sens propre ou sens figuré. Sens propre ou sens figuré, ça me... Alors, extrait de la conférence. Mes cousins Alain, Élie et moi-même voulons vous exprimer nos vifs remerciements d'avoir accepté notre invitation et de vous être rendus ici pour entendre un exposé à l'occasion du 150e anniversaire de messieurs de Rothschild, frères, dont la constitution date de 1817. Notre banque se situe donc parmi les plus anciennes de France, dépassée en cela, sauf omission de ma part, uniquement par la banque Hottinger, fondée en 1785, et plus encore par la banque Mallet, récemment fusionnée avec d'autres établissements, qui date, elle, de 1713. 1713, la banque Mallet. Notre anniversaire n'est, à tout prendre, qu'un bien petit événement de la vie quotidienne, mais il me donne l'occasion, avant de jeter avec vous un coup d'œil sur l'avenir, de faire d'abord un retour sur le passé, non pour résumer, paraphraser ou redire ce qui appartient déjà à l'histoire, mais pour y introduire une perspective. Vous savez que nous représentons la 4e génération de Rothschild français. Laissez-moi caractériser l'action de ces 4 générations de la manière suivante. Faire fortune, prospérer, défendre, retrouver une place.
Le premier, James, mort en 1868, a régné pendant plus d'un demi-siècle. Il a fait fortune, et il avait d'ailleurs tous les attributs d'un self-made man, intelligent et frustre, travailleur sans relâche, imaginatif et réaliste. Après lui, ses fils Alphonse, Gustave, Edmond. Ce dernier s'étant très tôt désintéressé de l'activité bancaire et les deux autres ayant disparu entre 1900 et 1914. Personnalité très raffinée, membres de l'Institut, grands amateurs d'art, ils avaient hérité d'une situation exceptionnelle. Mieux que la maintenir, ils l'ont fait prospérer tout en affinant, je dirais même en ennoblissant, le style de la maison. Dans le même temps, ils ont poursuivi l'action philanthropique initiée par leur père en créant et en développant plusieurs fondations à but social ainsi que des établissements hospitaliers. La troisième génération, celle de mon père Édouard et Robert, celle de nos pères Édouard et Robert, a dirigé cette maison jusqu'en 1940. Tous deux sont morts peu après la dernière guerre. Non moins raffinés que leur père, moins axés sur l'expansion de leurs affaires que sur les préoccupations des services publics, on peut dire d'eux que, férus d'orthodoxie financière, ils ont été atterrés par cette période de l'entre-deux-guerres, la plus bouleversée de l'histoire économique des temps modernes. Si bien qu'ils n'ont pas effectué la reconversion nécessaire de la rue Laffitte en banque des grosses sociétés. Ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils se sont défendus. En ce qui concerne le passé, voilà les hommes. Je dirai un mot très bref de leur activité, car elle est fort bien connue. En premier lieu, grâce à leurs implantations européennes, ils ont pu créer ce à quoi personne n'avait pensé auparavant. Je veux dire un système international de transfert de capitaux rapides et à l'abri des aléas du transport matériel. On payait dans une des capitales et on recevait une traite à vue sur une autre. La terminologie moderne aurait dit de leur entreprise que c'était une société de services, mais dans cette optique, les services rendus au début du siècle dernier par les Rothschild prennent un relief véritablement extraordinaire, et on comprend qu'une telle réussite ait trouvé une récompense à sa mesure. Banquier des États, spécialiste d'émissions sur le marché européen des capitaux, des Rothschild, tout le monde connaît cet aspect, y compris ceux qui seraient aujourd'hui dans le vent, c'est-à-dire leur appui aux États naissants qui cherchaient leur indépendance, Belgique, Grèce, Piémont. On a aussi souvent supputé, avec ironie, les bénéfices réalisés sur les différents cours, les différences de cours à la suite de ces opérations financières sur les rentes d'État. Avez-vous remarqué qu'il nous est impossible d'envisager la vie économique au XIXe siècle sans y introduire notre sentiment de honte du profit fait du catholicisme médiéval et du marxisme fin de siècle? En effet, l'Église au Moyen-Âge avait jeté l'opprobre, sinon l'interdit, sur les métiers d'argent. Les nations protestantes ont écarté cette notion. En effet, l'Église au Moyen-Âge avait jeté l'opprobre, sinon l'interdit, sur les métiers d'argent. Les nations protestantes ont écarté cette notion pour sanctifier la réussite terrestre, alors que chez nous, l'apparition des théories marxistes est venue ranimer à sa façon cette ancienne morale anticapitaliste, mais pas antipossédant. Il en résulte une vue simpliste du XIXe siècle, où n'apparaissent que des chanceux qui ont réussi un coup et n'ont pas été pris par les malheureux qui auraient bien voulu, mais qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su. Aussi, je ne doute pas que nos grands-pères aient dû déployer les qualités intellectuelles, morales et professionnelles hors du commun pour réussir tout au long du siècle, comme ils l'ont fait en s'attirant l'estime de contemporains
qui ne devraient être guère moins critiques que les Français d'aujourd'hui. Quittons définitivement ce 19e siècle, auquel ne me rattache aucune nostalgie, en citant seulement pour mémoire que les Rothschild ont également pris une part active, à la promotion industrielle de cette époque. Chemin de fer, mines, matières premières, électricité. Toutefois, s'ils se sont interdits dans ces promotions, ils n'en ont jamais, hors le chemin de fer du Nord, assumé la gestion. Il s'agissait pour eux de placements dont je ne suis pas sûr rétroactivement qu'ils étaient étourdissants. Mais dès alors, la banque demeurait financière et ne tendait nullement à devenir une banque d'affaires. Au moment où je vais à contre-cœur être amené à vous parler de nous, la 4e génération, il peut m'être permis de caractériser le legs qu'elle a reçu des précédentes. Cet héritage est composé pour sûr de moyens matériels qui, à la mort de James en 1868, semblent bien avoir été exceptionnels, encore que nous ne disposions d'aucun document évaluant cette fortune en valeur absolue ou en valeur relative. Mais vous concevrez, sans peine, que la situation s'est profondément amenuisée par de multiples partages successoraux, ainsi que par un siècle d'événements de toutes sortes. Aujourd'hui, les moyens à la disposition des Rothschild sont dépassés par ceux de bien de personnalités ou de familles françaises, et a fortiori par de nombreuses entités de même nature en Europe. Bon, le discours est un peu long, je vais passer. Une photo vers le intéressant là. Le passé, l'avenir. Le passé. D'une manière plus générale, nous ferons tout pour développer l'activité bancaire en vue d'accéder à une taille supérieure et à une expansion européenne. C'était en 1967. Donc, on peut en déduire que l'Union européenne, les Rothschild, ils y sont pour quelque chose. Qu'en pensez-vous? J'ai tenté dans mon exposé de vous montrer comment les Rothschild répondaient à la triple exigence d'avoir des moyens, des hommes et une organisation. Je n'ai pu qu'affirmer leur volonté de marcher de pair avec l'ère moderne des concentrations, des capitaux collectifs et de l'ordinateur, sans perdre pour autant leur rôle actif de direction. Notre succès éventuel devra se prouver au cours du 150aire nouveau qui s'ouvre devant nous, et vos successeurs réunis. Je l'espère à cette même adresse pour faire le point, à nouveau dans 150 ans. Auront assez de recul pour dire si les affaires dirigées par les Rothschild auront, pendant cette période, contribué à l'expansion de notre pays. Soyez certains que, pour y parvenir, nous n'épargnerons aucun effort. Ah, c'est M. Rothschild. Voilà. Cet ouvrage, réalisé par les éditions Pierre Thine à l'occasion du 150aire de Messieurs de Rothschild Frères, a été achevé d'imprimer le 15 octobre 1967 par les imprimeries Deschaux à Paris, sur papier, nanani, nanana. Voilà. Les aquarelles sont de Catherine et Alexandre Serebriakov. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.